18h34, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel nominal. Alors, Souila Bakour, Karima Baziz, Hamid Belagoun, Linda Bentifraouen, Sébastien Braillard, Guillaume Charlemagne, Manuela De Arrojo, Patrick Duboc, Julien Dugnol, Salomé Duval, Alain Evenot, Bernadette Gruel, Sébastien Garçon, Hélène Caffi, Cécilia Cotane sera en retard à donner le pouvoir à Sébastien Garçon, Taner Cotane, Pascal Lemoyle, Laurence Lefebvre, Julie Lesage présente, Hélène Pelly, Fabrice Raoul, Marion Renaudat, Denis Sago, Julien Salé, Cathy Septi, Cédric Stoclet, Prijo Tiercy, Patrick Véchambe et Nicolas Vasilizine. Je vous remercie. Alors, en préambule de nos travaux, mes chers collègues, je demande au conseil municipal d'observer une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire de M. Bernard Fraud, dont le décès est survenu le 17 juillet dernier, qui a été maire de Grand Couronne de 1989 à 1995. Chers collègues, si vous voulez bien vous lever. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'adoption du PV du conseil municipal du 29 juin dernier. Hop, je vous invite à voter. Alors, il reste 5 votes. Appuyez bien sur les 2, toujours 2. 2 votes, 1 vote. Appuyez bien, c'est bon, 29, c'est adopté, je vous remercie. Je mets également en voie l'adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. Donc, je vous invite à voter. Il reste 1 vote. Appuyez bien sur la touche. 1 vote toujours. 1 vote toujours. 29 pour, c'est adopté. Je vous remercie. Alors, des remerciements. Donc, nous en avons de l'association Vie Espoir pour la subvention de 200 € alloués pour leur projet des enfants et des ailes pour les enfants du 4e du CHU de Rouen. Et avant de dérouler l'ordre du jour du conseil municipal, mes chers collègues, je souhaite vous donner quelques informations, notamment une annonce qui fait suite hier au vote lors du conseil métropolitain à propos de l'aire de grand passage pour les gens du voyage. Nous avons eu à nous prononcer hier soir en conseil lors d'un vote dans le cadre d'une délibération et le site de Grand Couronne a été écarté. Et il n'y aura donc pas d'aire de grand passage aux Essarts. Nous avons été écoutés et nos arguments ont été entendus par la métropole Rouen-Normandie, puisque force a été de constater que le terrain des Essarts ne permettait pas un accueil digne des gens du voyage et qu'il était loin d'assurer la sécurité à la fois des usagers et celle des riverains. Cette question éminemment importante n'aura finalement pas été le feuilleton de l'été, puisqu'il s'est passé de belles choses au cours de l'été à Grand Couronne, dans notre commune. Je veux citer par exemple le retour de la culture dans les quartiers grâce aux différentes manifestations qui ont été mises en place. Et après une année terriblement longue, loin de la culture, je veux dire que c'était un véritable bol d'air d'entendre de la musique, de voir du cinéma en plein air, des spectacles et aussi de voir notre jeunesse
se divertir avec le foot en salle organisé dans la salle du COSEC. Je sais que la population a véritablement apprécié ces moments, que ce soit dans le cadre des estivales ou dans le cadre des quartiers d'été. Et puis un autre moment fort de la fin d'été avec le forum des associations, où nous avons voulu avec l'équipe que ce forum se tienne suffisamment tôt, en début septembre, pour aider à rebooster les inscriptions de la population dans les clubs de sport ou dans les associations culturelles et de loisirs qui ont été, elles aussi, durement touchées durant cette crise sanitaire. Je le dirai jamais assez, mais on le dit à chaque fois, hein, le bénévolat est indispensable et là encore, cette journée a été l'occasion de mettre à l'honneur les bénévoles qui œuvrent dans notre commune. Et puis, cette journée qui s'est clôturée par un magnifique feu d'artifice, puisque la situation sanitaire avait empêché celui du 14 juillet. Donc là encore, tout ça n'aurait pu être réalisé sans le travail acharné des services municipaux, des bénévoles ou encore des conseils citoyens, que je remercie fortement pour leur implication. Et puis, le mois de juillet aura été marqué aussi par des intempéries terribles dans différents pays d'Europe et notamment en Allemagne. Puisque vous le savez, hein, que notre ville entretient une relation singulière depuis plusieurs années avec notre voisin d'Outre-Rhin. Et aussitôt avoir pris connaissance de ces événements, j'ai tenu à écrire aux maires des deux villes concernées. Ces intempéries, elles nous montrent combien la question environnementale est importante et qu'elle doit être défendue avec la plus grande ferveur. Enfin, pour terminer ces informations et pour rester en Allemagne, je tiens à vous informer que dans quelques semaines, la ville de Sils aura un nouveau maire, puisqu'il y a eu des élections municipales le 12 septembre dernier dans la région de la Basse-Saxe. Le maire sortant, Detlef Schallhorn, excusez mon accent allemand, en poste donc depuis 2007, avait décidé de ne pas se représenter. C'est donc le social-démocrate Alexander Masthoff qui a été élu avec plus de 55% des voix face à son rival de la CDU. Et encore, j'ai adressé mes félicitations à Monsieur Masthoff. Voilà, mes chers collègues, sur les quelques informations que je tenais à vous communiquer en préambule de ce conseil municipal. Une prise de parole, oui. Par rapport aux informations, Madame le maire, je vous remercie. Pour revenir sur le débat d'hier soir qui s'est déroulé à la métropole, qui est un débat important, puisque se décider de l'emplacement de la future aire d'accueil des gens du voyage. Dire que sur la méthode, certes, il y a eu de la concertation. Vous avez été rencontrés comme la plupart des villes, et toutes les villes d'ailleurs, qui étaient sur cette shortlist des 10 ou 11 villes, je crois, potentiellement sélectionnées pour accueillir l'aire d'accueil, l'aire de grand passage. Ce qui n'est pas le cas, et c'est l'ironie de l'histoire, du maire de Ouassel, qui est le seul maire à ne pas avoir été rencontré par le vice-président chargé de ces questions. Et pourquoi ? Parce qu'il avait, tout simplement parce que Ouassel n'était pas dans cette liste des 10 villes. Et il y a encore quelques semaines, lorsque ces 11 villes étaient passées à 4, Ouassel n'y était toujours pas. Donc la concertation, oui. Je pense que vu de Ouassel, la concertation n'était pas forcément au rendez-vous. Peut-être un motif de satisfaction. Alors, est-ce qu'on doit être heureux ce soir ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Oui, parce que, comme tout le monde, personne ici avait envie d'avoir cette aire d'accueil de grand passage sur la commune des Essarts, pour les raisons qu'on a tous exprimées à diverses reprises. Et vous l'avez rappelé, des questions essentiellement techniques et dues à la proximité, en fait, des habitations. Il me semble que lors d'un précédent conseil, j'étais intervenu et d'ailleurs on avait conclu qu'on partageait la même analyse sur le pourquoi on ne voulait pas de cette aire à cet endroit. J'ai envie de dire que finalement à Ouassel, c'est un peu les mêmes arguments qui sont repris aujourd'hui. La proximité des habitations, à moins de 500 mètres, vous avez un quartier. Un terrain en pente, pour ceux qui ont fait un peu de camping dans leur vie, c'est pas facile de mettre une caravane sur un terrain qui descend. Bonne chance. Et puis une difficulté d'accès à ce terrain. Donc finalement, les arguments qu'on évoquait il y a encore
quelques semaines pour les Essarts sont les mêmes pour la ville de Ouassel, qui sont d'ailleurs à vol d'oiseau, ce terrain situé à 2 km des Essarts, ce que vous n'avez pas forcément rappelé dans le courrier que vous avez envoyé aujourd'hui aux habitants, ce qui fait que ça ne change pas grand-chose finalement pour Grand Couronne. Et le constat que j'ai, c'est ce sentiment en fait d'abandon de la rive gauche systématiquement. La rive gauche, elle se contente d'accueillir tous les projets que personne ne veut. C'est Lubrizol, c'est la fin de l'industrie, c'est les friches industrielles, c'est les logements sociaux, c'est Amazon, c'est toutes les problématiques sociales, c'est les réfugiés, c'est tout ce que la rive droite ne veut pas. Et j'ai un peu de mal avec cette façon de structurer le territoire qui est une vision un peu nombriliste de l'aménagement du territoire de la ville de Rouen et qui mériterait de renforcer les solidarités. Cette vision, elle n'est pas d'hier, ça fait longtemps qu'on en entend parler. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a 18 communes de la métropole, 18 qui ne respectent pas la loi en matière d'accueil des gens du voyage. Et ce qui n'est pas le cas de Ouassel. Vous vous rendez compte, quand vous êtes habitant de Ouassel, savoir qu'il y a 18 communes dans la métropole qui ne respectent pas la loi et que pour autant c'est la leur qu'on a choisie, alors visiblement pour des raisons techniques, même si encore une fois je le redis, cette ville n'était pas dans la liste des villes pressenties, mais c'est un peu, j'écoutais ce matin sur la radio Stéphane Troussel, ça va vous faire plaisir, comme quoi je ne suis pas si sectaire, qui est le président socialiste de la Seine-Saint-Denis, qui expliquait sur France Inter tout son désarroi face au mur de la honte qui a été construit entre Paris et Pantin, où on lui renvoie en fait tous les toxicomanes et où on leur demande de ne pas franchir le périphérique et ne pas rentrer dans la ville de Paris. Et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est systématiquement toutes les problématiques sociales recentrées sur la rive gauche et jamais sur la rive droite. Notre population, elle mérite d'être aidée et j'ai l'impression que cette décision contribue plutôt à nous enfoncer la tête sous l'eau, toujours encore plus. Alors, on peut être content, on n'a pas l'air à Grand Couronne, ça c'est la vision, je dirais, égoïste de la position. Je suis inquiet pour l'aménagement du territoire, je suis inquiet sur quelle ambition on a pour la rive gauche. Pas plus tard qu'hier, j'apprenais que la Bibliothèque nationale de France va délocaliser un site en Normandie. Est-ce qu'on a été appelé aux Essarts pour être candidat pour la Bibliothèque nationale de France ? Bah non, jamais, jamais. Surtout pas la Bibliothèque nationale de France sur la rive gauche, jamais. Est-ce qu'on a été appelé quand AXA a voulu changer son siège pour partir de Belbeuf ? Mais surtout pas, jamais sur la rive gauche. Et je pense qu'il y a besoin que l'ensemble des maires de la rive gauche soient solidaires par rapport à cette politique d'aménagement, car on court à la catastrophe. Et puis, en guise de clôture de la réunion d'hier soir, j'ai entendu le président de la métropole qui dit au maire de Ouassel, mais finalement, rassurez-vous, il y aura des compensations financières qui vont être prévues pour la commune de Ouassel. Oui, vous savez, manger de la soupe à la fourchette, c'est pas se nourrir. Et donc il y a nécessité vraiment de relever la barre et d'avoir une vision de projet, une vision sociétale pour la rive gauche qui soit autre que celle d'accueillir tous les sites et tous les projets que la rive droite ne veut pas. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Maintenant, voilà, est-ce qu'on est content de ne pas les avoir ? Oui, évidemment, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais je ne pense pas que le fond du problème soit résolu. Très bien, merci. Vos propos sont intéressants, mais vous trompez d'institution, vous trompez de lieu pour ce genre de débat. Le débat, c'est vous qui l'avez commencé. J'informais simplement. Ben, je vous pour informe Grand Couronne. de ma J'informais pour position. Grand Couronne et il ne faut pas confondre, on n'est pas à la métropole Rouen-Normandie ici, je ne suis pas le président de la métropole Rouen-Normandie. J'ai pas dit ça. Ce débat a eu lieu hier. Nous, le conseil municipal a vocation à débattre sur les affaires de la commune. Nous avons été élus avec mon équipe
dans l'intérêt des couronnés. Et c'est pour ça que je donnais cette information qui intéresse les couronnés. Et ben c'est pour ça que je vous donne ma position sur cette information. Absolument rien qui contre intéresse les Ouasséliens, bien au contraire. Mais après tout, si vous vous intéressez davantage aux Ouasséliens qu'aux couronnés, je ne vous retiens pas pour les prochaines élections municipales pour aller vous présenter à Ouassel. Hein. Mais sachez qu'en tout cas, je n'ai rien contre Ouassel. Moi, à limite... Oh, bah, écoutez... Non, mais je veux dire, moi, je ne suis pas insensible le micro. à ce débat. Le micro. Le maire, quoi qu'il arrive, je ne suis pas insensible à ce débat. Et même en tant que couronné, j'ai parfois aussi une vision politique un petit peu plus large que Grand Couronne, et également une vision un peu plus large au niveau du territoire de la rive gauche, malgré tout. Donc c'était une précision d'une position, et que c'est juste à nos portes, malgré tout, et c'est juste aux portes des Essarts que va se faire ce terrain, malgré tout. Et donc, parce que c'est à 2 km de Grand Couronne, quelles sont vos craintes? Je ne comprends pas. Ben, en tout cas, pour la commune de Grand Couronne, ça limite en tout cas les questions techniques dont on parlait la dernière fois, à savoir le trafic routier et le passage important sur la commune. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, donc ce que je vous dis, c'est que ce débat a eu lieu hier à la métropole. Voilà, vous avez tout à fait loisir de discuter de cela et de donner votre point de vue. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais je dis que le conseil municipal, en tout cas, a vocation à débattre des affaires de la commune. Mais nous avons entendu, en tout cas, les arguments. Ah, mais moi National aussi. de France, voilà. Ah, mais on n'est jamais sollicité pour ces projets-là, vous le savez parfaitement. Et je crois que notre adjointe à la culture serait parfaitement heureuse d'accueillir ce genre de projet. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et pourquoi pas lancer, en tout cas, on s'inscrit dans tous les appels à projets qui peuvent avoir lieu. Et sachez qu'on est très vigilant, en tout cas, sur l'image de la ville à l'extérieur, notamment en matière de culture. Très bien, écoutez, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je passe à l'ordre du jour du conseil municipal avec une première délibération en matière de finances sur le plan pluriannuel d'investissement de la ville. Guillaume. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ce plan pluriannuel d'investissement qui vous est présenté est naturellement évolutif par définition. Il sera actualisé et ajusté selon les progressions de l'environnement économique, technique et juridique de manière annuelle. Il s'agit ici d'un support de gestion financière programmatique sur la durée du mandat, d'une feuille de route à destination de tous les habitants comprenant les opérations et leur phasage dans le temps. Ce programme pluriannuel d'investissement ne ferme aucune piste sur les travaux et achats indispensables aux services proposés aux grands couronnés. Un recensement a donné lieu à la construction de documents de synthèse et de répartition des projets par politique publique, ainsi que la mise en perspective de 4 axes emblématiques: engager la rénovation énergétique des bâtiments communaux et optimiser leur utilisation par les services, préserver une offre d'équipements sportifs de qualité sur le territoire communal, redimensionner nos structures d'accueil d'enfance et de petite enfance en cohérence avec la démographie communale, et transformer et humaniser la ville dans une orientation de transition écologique forte. Les projets portés sur la période du mandat s'établissent à un montant d'investissement total de environ 6 millions d'euros. Ce chiffrage ne tient pas compte des recettes d'investissement selon la répartition présentée dans la délibération. Le plan pluriannuel d'investissement est ainsi arrêté au montant global de 5 833 000 euros. Il se répartit par politique publique de la manière suivante. Pour les écoles, 1 660 000 euros. Pour l'équipement sportif, 1 470 000 euros. Pour la mobilité douce et le cadre de vie, 630 000 euros. La conservation du patrimoine immobilier communal, 425 000 euros. Le numérique, 480 000 euros. La petite enfance, 410 000 euros. Les transports, 522 000 euros. Et les équipements culturels, 230 000 euros. Il vous est donc demandé d'approuver le contenu du PPI comme exposé dans l'annexe qui vous a été envoyée. Merci Guillaume pour cette présentation du PPI. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, Nicolas, vas-y, Lésine.
D'abord, une remarque. On est bien content qu'il y ait enfin un plan pluriannuel d'investissement après 15 mois de mandat. Je vous l'avais déjà dit, moi personnellement, pour avoir travaillé dans plusieurs collectivités, je trouvais ça un petit peu long, parce que d'habitude, j'étais même habitué dans une collectivité plus petite que Grand Couronne à ce que le plan pluriannuel d'investissement soit déjà prêt lors de la première préparation du budget du mandat. Bon, maintenant c'est fait, le voilà. Alors plusieurs remarques sur ce plan pluriannuel d'investissement. Alors, il y a un certain nombre, effectivement, sur le fond des investissements, je dirais qu'ils sont tout à fait cohérents, et certains, d'ailleurs, nous les avions prévus dans notre programme. Là, ce n'est pas le problème. En revanche, moi, je me pose un peu des questions sur les chiffrages. Bon, je prends un exemple pour la piscine. Le chiffrage qui est proposé ne permettrait pas de faire les travaux nécessaires pour vraiment rénover cet établissement. Moi, je m'interroge un petit peu sur comment ont été faits ces chiffrages. Est-ce qu'il faut rajouter également les subventionnements qui viendraient en plus des sommes qui sont annoncées? Ça manque un petit peu d'explication. Vous en avez fourni une partie, Monsieur Charlemagne, effectivement, que apparemment les subventionnements n'étaient pas forcément intégrés. Également, alors je vois sur la restauration de l'église une tranche 1, une tranche 2, je ne savais pas qu'une voûte ça se restaurait par moitié, ou alors c'est fait sur 2 exercices budgétaires, une partie en fin d'année, une partie en début d'année. Voilà, donc encore beaucoup de questions, et moi je regrette qu'il n'y a pas suffisamment d'explications. Enfin bon, théoriquement, un PPI, c'est quand même un pavé un petit peu plus important. Moi, je trouve que, alors que c'est évolutif, je l'entends bien, Monsieur Charlemagne, il est évident que ça l'est toujours. Mais bon, moi, je reste un petit peu sur ma faim. Ce n'est pas, nous allons nous abstenir, c'est pas sur les investissements à proprement parler, c'est plus sur cette préparation et qu'on n'a pas de visibilité suffisante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Pas d'autres remarques? Peut-être rajouter sur le plan pluriannuel d'investissement que le compte... Oui, pardon, c'est bon. Peut-être rajouter que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. J'ai relu hier soir attentivement votre programme de mandat. J'ai des lectures saines, comme vous le voyez. Et je m'intéresse à Grand Couronne. Dedans, on y lit, je prendrai que 2 projets. Celui des transports, et notamment de la liaison entre Grand Couronne bas et Grand Couronne haut, où vous proposez la mise en place d'une navette. Je ne la retrouve pas dans ce plan pluriannuel d'investissement. En matière de développement durable, vous expliquez vouloir chauffer demain les immeubles par un réseau de chaleur issu de l'industrie. Je ne le retrouve pas dans vos investissements. Où sont passées toutes ces promesses? C'est ça la question. Alors j'entends que ce plan pluriannuel peut être quelque chose d'évolutif. Mais quand même, quand ces 2 propositions sont parmi les 10 propositions phares que vous avez reprises tout au long de la campagne et qu'elles n'apparaissent pas dans le plan pluriannuel d'investissement, je me pose des questions sur les engagements que vous avez pris vis-à-vis des couronniers. Merci. Alors, si je reprends vos questionnements, effectivement, je comprends que vous n'ayez pas compris, que vous ne compreniez pas notre PPI, puisque j'ai recherché, moi aussi, j'ai des lectures instructives, j'ai recherché vos précédents PPI. Un PPI sur la période 2011-2017, un PPI sur la période 2012-2018, puis 2013-2015. Les vôtres. Les vôtres.
vos PPI, en fait, les PPI que vous avez présentés, ce ne sont pas des PPI au sens du Code général des collectivités locales et non plus de ce qu'attend la Chambre régionale des comptes. Quand on lit vos documents, quels documents avez-vous rénové pendant ces périodes? Quels investissements avez-vous fait sur ces périodes? D'autant que si on regarde de plus près, comme je l'ai indiqué, on est tantôt sur des périodes de 2 ans, tantôt sur des périodes de 5 ans, tantôt sur des périodes de 6 ans. Quelle est la cohérence avec des années qui se chevauchent sans jamais vraiment couvrir la durée d'un mandat? Donc non, effectivement, ça, à mon sens, ce n'est pas un PPI. Et quand vous posez la question, à savoir comment ont été faits les chiffrages, vous remettez en doute le travail des services et les analyses techniques qui ont été faites à partir de devis d'entreprises extérieures. Un travail qui a été fait conjointement avec des organismes extérieurs, les services municipaux. Un travail de longue haleine qui ne s'est pas fait sur un coin de table, comme vous pourriez le dire. Alors oui, effectivement, 15 mois, c'est long, mais 15 mois, c'est le temps nécessaire pour élaborer un tel PPI. Et puis, effectivement, je l'ai dit, mais le conseil municipal n'a pas non plus vocation à répondre à toutes ces questions, à faire de la pédagogie. Il y a pour cela des commissions de travail, et notamment une commission finance, où tout cela a été évoqué, mais là encore, vous étiez absent. Vous étiez absent à la commission de juin, à la commission de septembre. Alors, je ne parle pas pour tous les élus. Je ne parle pas pour tous les élus, mais certains, voilà, sans s'excuser. Je ne parle pas pour tous les élus, pour certains qui ne s'excusent pas, et qui derrière viennent poser des questions sans vraiment comprendre la réalité de nos travaux. Donc écoutez, ce PPI, il n'a pas vocation à plaire uniquement à votre groupe. Ce PPI, il a vocation à parler aux couronnés et être un document lisible avec une projection, comme cela a été évoqué à l'instant, une projection sur la durée du mandat, sur les investissements qui seront faits de manière transparente et claire, lisible pour la population. Donc écoutez, ne peut pas plaire à tout le monde, ce PPI ne vous plaît pas, et bien qu'à cela ne tienne, nous allons de toute façon le mettre aux voix. Je vous invite donc, mes chers collègues, Madame le maire, qu'on s'entende, moi j'ai pas dit qu'il ne me plaisait pas. Je vous demande simplement où sont passés un certain nombre de grands projets promis pendant la campagne et que je ne retrouve pas dans le PPI. Elle est simple ma question, c'est vous avez promis un réseau de chaleur urbain, vous avez promis une liaison entre Grand Couronne Haut et Grand Couronne Bas en navette, je vous demande où vous l'avez inscrit dans les budgets parce que je ne le lis pas. Et ce n'est pas lié à ma présence ou non à une commission finance, à laquelle, soit dit au passant, nous sommes convoqués le jeudi soir pour une réunion qui se tient le mardi. Excusez-moi d'avoir un travail et de ne pas être à votre entière disposition. Cela dit, les couronnés ont le droit de savoir. Ont le droit de savoir où sont passés ces projets. Pourquoi vous ne les financez pas dans le PPI? Avez-vous l'intention de les faire? C'est ces questions-là qu'on veut savoir. Est-ce que demain, il y aura un réseau de chaleur urbain qui va desservir les Boutières et aider les gens à baisser leurs charges locatives? Le prix du gaz a encore augmenté ces derniers jours. Il y a un intérêt réel de la population à ça. Où c'est dans le PPI ça? Je ne le vois pas. Et quant au projet de la mandature précédente, je vous le rappelle, je n'étais pas élu à la mandature précédente, vous oui. Il n'était pas visiblement, selon vous, dans les standards d'écriture d'un PPI, mais pour autant vous l'avez voté, vous avez levé la main, personne ne vous a forcé, vous pouviez vous opposer comme je le fais aujourd'hui. Personne ne vous a forcé, Madame Le Sage, vous pouviez aussi démissionner. Personne ne vous a forcé, personne. Et quand vous dites que rien n'a été fait pendant le mandat, c'est insulter aussi l'ensemble des élus socialistes qui étaient présents dans les majorités précédentes et qui ont œuvré pour rénover l'école Picasso, la crèche Lilibule, le centre-ville, et j'en passe. Monsieur Dugnel, on ne va pas faire un jeu de questions-réponses ce soir et on s'en arrêtera là pour le débat, mais quand même, ce que vous dites est suffisamment grave pour que je rebondisse, puisque vous êtes en train de dire que mon équipe et moi-même nous serions en train de mentir aux couronnés. Le mensonge, il n'est pas dans l'ambition de leur offrir des équipements à la hauteur de ce qu'ils attendent, les habitants. Le mensonge, c'est ce que je disais à l'instant, c'est de déserter les conseils municipaux, c'est de ne pas venir aux commissions, c'est de ne pas s'intéresser aux sujets d'importance qui touchent à la population. C'est de mentir, c'est de critiquer et de semer le trouble en permanence sur des sujets hypersensibles pour les habitants. Depuis un an, vous êtes dans la plainte permanente, dans la critique, sans jamais proposer de projet alternatif,
de projets innovants et de venir discuter avec nous sur les projets que les élus, dans leur délégation, mènent au quotidien. C'est ça, mentir au couronné, Monsieur Dugnol. Et ça n'est pas la présentation de ce PPI qui serait un mensonge aux habitants. Au contraire, le PPI a vocation à être transparent. Et les éléments dont vous faites référence, notamment en ce qui concerne le réseau de chaleur, les transports relèvent de la métropole Rouen-Normandie avec qui nous travaillons, avec qui nous sommes en contact. Ne réponds pas à ça, M. Dugnol est parfaitement au courant de la situation. Et avec qui, en tout cas, voilà, nous travaillons. J'ai bien lu dans votre programme qu'une navette, oui, nous allons... une navette communale. Et on parlait du réseau de chaleur, là actuellement. Voilà. Le réseau de chaleur, c'est un projet qui est porté par la métropole, avec une étude qui est en cours. Une première étude a été refusée, puisque la partie technique n'a pas été retenue par rapport à CEPOL, hein, puisqu'on veut être précis, on veut être très précis. Hein. On devait utiliser les installations de la société CEPOL. La métropole a jugé que ce n'était pas viable dans un premier temps. Il va y avoir une deuxième vague, entre guillemets, une deuxième étude qui va être lancée, une étude thermique et une étude de faisabilité. Et la municipalité va accompagner, bien sûr, ce projet avec les services techniques et avec moi-même. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, le réseau de chaleur, il n'est pas enterré. Il est toujours d'actualité. Il ne se fera pas demain, ça c'est évident. Il se fera, je l'espère, dans le cadre du mandat et pendant la durée du mandat. Tout simplement. Je vous en prie. Bien, mes chers collègues, donc le débat étant clos, je mets donc aux voix la délibération sur le PPI. Non, j'ai rien changé. Hop. Donc j'ai 22 votes pour et 7 abstentions. Je vous remercie. Donc délibération suivante sur la décision modificative numéro 1 sur le budget de la ville. Guillaume. Oui. Le projet donc, de délibération modificative s'équilibre à 52 753 € en section de fonctionnement et 267 755 000 € en section d'investissement. Concernant les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général au chapitre 11 s'élèvent à 51 353 €. La somme de 2 700 € est inscrite en annonce et insertion afin d'honorer la publication des marchés publics jusqu'à la fin de l'année. Plusieurs lignes sont présentées dans le cadre du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance pour la réalisation des chantiers éducatifs. Suite à signature de la convention avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour la réalisation d'une étude de potentiel de stratégie sur le centre des Boutières en zone de quartier prioritaire de la ville. Une dépense est à la charge de la ville pour plus de 2 700 €. Les lignes restantes constituent des réserves d'un montant de 22 140 € pour la réparation des bâtiments et 13 700 € pour les flux. Les charges exceptionnelles au chapitre 67 d'un montant de 1 400 € correspondent au remboursement d'une avance faite afin d'acheter les dictionnaires pour l'entrée en CP des élèves de Grand Couronne. Il n'y a pas de prélèvement sur le fonctionnement destiné à financer les dépenses de la section d'investissement. Concernant les recettes de fonctionnement, au chapitre 70, produit des services, la somme de 15 229 € sera versée par la commune qui accueille un agent suite à sa mutation. La dépense réglée par la ville correspondait à sa formation. Les dotations de subventions et participations au chapitre 74 sont les ajustements nécessaires par rapport aux derniers éléments connus. Notification de la CAF, de l'État, du FIPD, attribution et ajustement de la mise en œuvre de l'action coordonnateur de projets liés à l'insertion professionnelle. Concernant les recettes d'investissement, au chapitre 13, les ajustements sont les fonds de compensation pour la TVA. Le fonds a été notifié à la ville et est supérieur aux attentes de plus de 22 000 €. Les subventions d'investissement pour la réalisation des travaux d'isolation de l'école Jacques Prévert n'avaient pas fait l'objet d'inscription. La région participe à hauteur de 40%, soit 72 600 €, et le département Seine-Maritime participe lui à hauteur de 25% avec une bonification, soit 63 550 €. Le conseil régional a attribué à la ville une somme de 114 944 € pour la rénovation thermique
de l'école Pablo Picasso maternelle. Enfin, le calcul de la subvention émanant de la métropole pour le câblage de centres de supervision urbain a été revu à la baisse car comptabilisé sur plus de 12 mois. Au niveau des dépenses d'investissement, au chapitre 21, donc un système de badges sera à acheter dans le cadre de la mise en place du règlement de travail, du temps de travail, en cours d'élaboration. Également, un vidéoprojecteur interactif doit être acheté pour la nouvelle classe de l'école Picasso élémentaire. Une enveloppe de 2 000 € est constituée pour l'achat de mobilier pour aménager le coin pause, comprenant le distributeur de boissons et le hall s'y attenant. Une réserve de 238 000 € pour les futures dépenses vient compléter les lignes déjà inscrites au budget supplémentaire. 12 vitrines pour un total de près de 7 000 € viendront sécuriser les prochaines expositions d'œuvres d'art que la ville organisera. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur la DM, décision modificative numéro 1? Je mets aux voix. Oui. Remarque. Oui, c'est en cohérence par rapport à notre vote du budget. Nous abstiendrons. Alors, ce n'est pas par rapport au travail des services, pour vous dire ça tout de suite. D'ailleurs, tout à l'heure, ma remarque, c'était plutôt par rapport à vos choix politiques. Et certainement pas à l'égard des services. Quand je parlais de chiffrage de la piscine, c'est parce que je m'y connais en bâtiment, et si on veut complètement rénover cette piscine, eh bien ça coûtera plus de 520 000 €, croyez-moi. Voilà. Donc après, c'est vos choix politiques. Voilà. Je tenais à insister parce que c'est parfois un peu facile de nous accuser, de dire que les services ne font pas leur travail. Nous ne pensons pas. Merci. Il faut que tu coupes. Voilà. Merci. Donc je vous invite à voter sur cette délibération. Donc 22 pour et 7 abstentions. Je vous remercie. Délibération suivante. Donc paquet de délibération qui concerne le fonds d'aide aux communes pour l'investissement local, le FACIL. Fabrice. Alors, si vous le voulez bien, pardon, on va faire un tir groupé puisque la métropole, cette fois-ci, nous demande de bien décomposer les demandes de subventions par rapport au FACIL. FACIL, c'est quoi? C'est le fonds d'aide aux communes pour l'investissement local. C'est un dispositif qu'on connaît bien ici puisqu'il remplace le FSIC, le fonds d'aide aux communes pour l'investissement local. Voilà. Juste l'appellation qui a changé. Pas que, également le pourcentage de subvention. On est passé de 20% à 25%, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, avec une petite cerise sur le gâteau, si on s'occupe de l'aspect, entre guillemets, vert, on peut monter jusqu'à 50% de subvention sur un projet. Donc on va essayer de trouver des réalisations qui rentrent dans ce cadre-là, bien évidemment. Nous en avons déjà une qui va passer dès cette année. Je vais le détailler un peu plus tard. Alors ça annule, ces délibérations annulent et remplacent la délibération votée au conseil municipal du 29 juin dernier, puisque c'est une volonté de la métropole. Alors les projets, je ne vais pas les détailler, vous les avez parfaitement dans l'ensemble des délibérations. Ça concerne entre autres l'accessibilité, bien évidemment, avec la DAP. La pose d'alarme intrusion et alarme incendie, l'achat de véhicules. C'est là où nous avons eu la bonne surprise, puisque véhicule électrique, d'avoir 50% d'aide sur l'achat total. Bon, c'est plutôt intéressant. La réhabilitation du bâtiment de la police municipale, la rénovation énergétique de l'école Jacques Prévert maternelle, qui a déjà été réalisée, cette rénovation énergétique. Les lieux sont les suivants: la mairie, les salles, bien évidemment, les terrains de sport, centre de loisirs Jean Coiffier, les cimetières de Grand Couronne et des Essarts, l'école Ferdinand Buisson, l'école Victor Hugo maternelle, l'école Pierre Brossolette maternelle et l'école Pierre Brossolette primaire. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter une participation financière auprès de la métropole Rouen-Normandie, bien sûr la plus élevée possible. Ça concerne, excusez-moi, les délibérations qui vont de la délibération 03 à la délibération 15. Les véhicules, c'est toujours les véhicules dont personne ne veut, là. C'est ça?
Hein? D'accord. C'est tout. Le reste, on est d'accord. Ça marche. Qu'on soit bien, Julie, tu veux peut-être. Oui, juste, donc, d'après ce que disait Nicolas, on ne votera pas uniquement la demande de subvention qui concerne les véhicules Bolloré. Mais juste un mot, parce que. Oui, la demande, oui, oui, bien sûr. Juste un mot pour dire que nous ne sommes pas, et je ne suis pas tout le temps dans la contestation, Madame le maire. Quand c'est bien, je sais le dire. Et en l'occurrence, quand je vois les délibes qui viennent de nous être présentés, on comprend tout le rôle de l'intercommunalité aujourd'hui sur notre territoire et toute l'importance d'avoir une organisation intercommunale. Parce que sans cette organisation intercommunale, sans ce partage des richesses qui provient essentiellement de la taxe professionnelle sur le territoire et des richesses créées du territoire, on ne pourrait pas bénéficier de ces subventions. Donc quand la métropole se comporte comme une structure intercommunale de coopération, j'ai aucun souci. Lorsqu'elle impose des choix et qu'elle se comporte comme une structure supracommunale, ça me pose des questions. Donc, nous allons passer au vote, mais alors j'allais vous proposer un vote groupé sur l'ensemble des délibérations, mais vu que. Puis on enlève la 09, quoi, tout simplement. Il ne faut pas oublier que dans... Les véhicules Bolloré, quoi. Alors, il y a un tiers groupé sur les véhicules, il y a la sableuse dedans. Oui, On ne peut pas redécouper après, c'est pas possible. sur la 09, là, celle qui concerne les Désolé, véhicules, c'est pas fait exprès, hein. On savait pas que elle inclut la saleuse. tu allais l'enlever, hein, celle-là. On l'avait déjà dit sur les véhicules. Oui, bien sûr, on a bien entendu. Bon. Et pour proposer, il y a d'autres véhicules électriques. Toujours pour les subventions, vous savez très bien. Là, on est contre l'achat de ces véhicules. Ils sont achetés, Nicolas. Contre la subvention ou abstention, c'est quoi? Ah, c'est-à-dire qu'ils sont déjà achetés? On va voter pour la Qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair. Les véhicules sont achetés, mais là, on demande une subvention auprès de la métropole. Voilà, c'était l'achat est passé au conseil du mois de mars. Voilà. Donc on vote groupé. Non, tu votes unique. Donc puisque vous votez toutes les délibérations, hein, c'est ça? Ok, donc on va pouvoir faire un vote groupé sur l'ensemble des délibérations, sur l'ensemble des demandes de subventions auprès de la métropole. C'est ça. Donc je vous invite à voter sur l'ensemble des délibérations du facile. C'est facile. Alors il manque 3 votes. Il manque 3 votes toujours. Un vote. Donc 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe donc à la délibération sur les créances irrecouvrables, qu'on peut peut-être présenter en même temps que la deuxième sur les admissions en non-valeur. Oui, donc il s'agit pour la première délibération de dettes de restauration scolaire et de frais d'enlèvement de véhicules. Et pour la seconde, donc si je fais les deux en même temps, de l'admission en non-valeur de dettes de cantine et de frais d'enlèvement de véhicules également, location de salles, taxes locales sur la publicité extérieure 2020 et animation de quartier et d'accueil périscolaire. Merci Guillaume. Donc je vous invite donc à voter sur la première délibération, donc les créances irrecouvrables. Il manque 2 votes. Un vote. Il manque un vote toujours. Fuyez bien.
Donc j'ai 29 votes et 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc la deuxième sur les admissions en non-valeur, je vous invite également à voter. Il manque un vote. 29 votes, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, on passe donc à la demande de subvention auprès de l'Éducation nationale pour le socle numérique dans les écoles. Karima Baziz. Bonsoir. Donc nous avons répondu à un appel d'offres concernant l'appel d'offres numérique. C'est arrivé suite à la précarité du numérique pendant le confinement. Donc effectivement, quand on a vu passer cela, on a tout de suite répondu directement. Donc dans un premier temps, notre candidature n'a pas été retenue et on a eu le plaisir de savoir qu'ils allaient reproposer notre candidature. Donc on attend impatiemment la réponse. Donc ça serait pour un pourcentage à peu près d'une subvention d'à peu près de 50% et non pas revenu sur les 70%, mais ce qui est déjà très conséquent et on attend avec impatience la réponse pour pouvoir doter toutes les écoles au niveau du plan de relance numérique. Merci Karima. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Donc, j'ai 29 votes, et donc 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Merci Karima. Notre demande de subvention décidément pour la transformation numérique de l'État et des territoires. Fabrice. Alors effectivement, ici, on n'a pas trop le choix. On doit se mettre en conformité au 1er janvier 2022. Alors, je vous fais grâce des articles, mais c'est le Code des relations entre le public et l'administration et le Code de l'urbanisme. Et pour ce faire, nous devons acquérir un logiciel permettant la réception et l'instruction des demandes des autorisations d'urbanisme sous la forme dématérialisée. C'est un budget de 15 640 € hors taxe. Et oui, effectivement. Donc, on sollicite une subvention à hauteur de 4 400 €. Et nous demandons à Madame le maire de solliciter cette subvention. Merci. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Un vote. 29 votes. J'ai donc 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle des temps de l'enfant avec la semaine de 4 jours. Karima. Oui, donc un renouvellement de l'organisation du temps scolaire. Donc, comme précédemment, on a toujours eu la semaine de 4 jours. On a réceptionné un courrier d'inspection académique nous demandant si, de manière générale, les parents étaient favorables à le maintenir. Donc, lors des conseils d'école, bien évidemment, en lien avec les directeurs, on a soumis cette proposition et ça a été retenu pour la majorité des écoles pour qu'on reste sur la semaine de 4 jours. Merci Karima. Je vous invite donc à voter sur cette délibération s'il n'y a pas de remarques. Et donc 29 votes pour cette délibération, c'est adopté. Je vous remercie. Toujours dans les écoles, le renouvellement du dispositif des petits déjeuners. Alors oui, comme l'année précédente, on renouvelle le dispositif des petits déjeuners dans les écoles. Alors plus précisément 2 écoles. Donc la première, Picasso maternelle, puisqu'elle fait partie de la REP, donc c'est d'office financé par l'inspection académique. Mais je voulais préciser que nous, c'est un petit geste peut-être, mais c'est un signal fort parce qu'on le reconduit aussi à Victor Hugo. Donc certes, au regard du contexte qui était sorti de la REP, on a voulu aussi nous proposer et subventionner pour eux ce petit déjeuner pour aussi dire notre reconnaissance et notre soutien pour cette école. Merci Karima. Je vous invite. Vous y étiez déjà favorable avant, on l'avait déjà mis en place avant, donc on Oui. ne peut que approuver. Merci. Après, je ne connaissais pas la situation avant et bien évidemment, dès que j'ai su... Je le dis, c'est une continuité, c'est très bien. Oui, oui. Quand on est content, on le dit. Très bien. Merci. C'est bien aussi. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Mais avant, c'était en REP, donc on ne payait pas. Tu coupes ton
En fait, c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est que comme Alvan, elle était déjà dans la REP, la commune n'avait pas besoin de financer parce que c'était pris en charge. Et ce que je veux souligner, si ça n'a pas été bien compris, c'est que du fait que ce ne soit pas financé, on fait ce choix en fait. C'était déjà fait avant, parce que quand il sortait de la REP, il y avait la carte, mais c'était... Ah ouais, c'est parce que oui, c'était en cours du mandat, C'était, effectivement. ouais. Ça s'est peut-être voté pour vous. Non, mais il n'y a pas de souci, j'avais bien compris que c'était bien, vas-y. Je voulais préciser. On s'en Le sens du réjouit. détail. On s'en réjouit, c'est là le principal. Si tout le monde est content, tout va bien. Ouais, ça nous va. Merci. On passe à la délibération suivante, donc école et environnement, avec l'association Carder. Sébastien Braillard. Oui, il vous est proposé de renouveler donc la convention de partenariat avec Carder pour l'année scolaire 2021-2022. Donc c'est une association d'éducation à l'environnement. Donc cette année, pour cette année scolaire, donc 24 interventions auront lieu en maternelle et 13 interventions en élémentaire. Voilà. Merci Sébastien. J'invite donc à voter sur cette délibération. Donc un vote. Toujours un vote. Hop, c'est bon, on a les 29. Donc 29 pour, c'est adopté, je vous remercie. L'avenant, la convention avec la CAF, Hélène Caffi. Donc le présent avenant annule et remplace l'annexe 1 de la convention qui avait été faite. Il permet d'habiliter informatiquement les agents de la commune qui renseignent les données précédemment indiquées relatives aux accueils dans les équipements, offrant ainsi une visibilité de l'offre d'accueil du jeune enfant, de l'enfant et de l'adolescent aux familles qui cherchent un lieu d'accueil à caractère éducatif. Merci Hélène. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération sur les colos apprenantes. Hélène Caffi toujours. Donc on poursuit pour les vacances d'été 2021, les colos apprenantes. Donc elles sont proposées par les organisateurs de colonies de vacances. Elles bénéficient d'un label délivré par l'État, proposent des formules associant le renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture et du sport et le développement durable. Elles offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes de renforcer le savoir et les compétences dans un cadre ludique et de préparer une bonne rentrée suivante. Merci Hélène. Je mets donc aux voix, je vous invite à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Le soutien, alors pour des solidarités avec le soutien du dispositif TOPLA, Manuela Darojo. Bonsoir à tous. À travers le dispositif TOPLA, le département soutient l'implication des jeunes dans la vie citoyenne. Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant faire des heures de bénévolat et ayant un projet personnel bien défini. Le département finance ce projet à hauteur de 400 € pour 40 heures de bénévolat au sein d'une structure associative ou communale. Il est proposé au conseil municipal de soutenir ce dispositif et d'accueillir nos jeunes au sein de nos services communaux. Merci Manuela. Je mets donc aux voix et je vous invite à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe donc au pôle culture et patrimoine avec une première délibération sur les tarifs pour les ateliers culturels. Hélène Pelli. Alors, je m'autorise un petit préambule avant cette délibération. On a eu l'immense bonheur en septembre de redémarrer la saison culturelle. La culture repart, la culture est autorisée à reprendre. Et pour nous, ça a été le vendredi soir à l'ouverture de l'avant-scène, un grand moment partagé avec des habitants, avec certains élus, avec un groupe qui nous a offert un spectacle tout à fait fabuleux. Et donc je tenais à redire que la culture avait souffert, mais qu'elle avait résisté,
et que nous étions repartis. Et fort de ça, nous sommes aussi inscrits aux Journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Au cours de ces journées, la bibliothèque de Grand Couronne, alors effectivement ce n'est pas la BNF, mais la bibliothèque de Grand Couronne a proposé des spectacles tant à la bibliothèque qu'aux Boutières, spectacles qui ont été fort appréciés par la population. Voilà pour le préambule. Donc nous avons ouvert de nouveaux ateliers, donc ateliers de japonais et de français, avec une tarification que nous vous soumettons au vote. Merci Hélène. Je vous invite donc à voter sur cette délibération des ateliers culturels. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Sur la convention de résidence à l'avant-scène avec la compagnie, ça va aller. En effet, ça va aller. Donc une convention de résidence extrêmement classique, comme nous avons l'habitude de le faire à Grand Couronne, dans le cadre d'une proposition de spectacle jeune public qui aura lieu le mercredi 13 octobre à 14h à l'avant-scène. Et cette résidence est en lien avec ce spectacle. Merci Hélène. Je mets donc au vote, je vous invite à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté. Je vous remercie. L'intervention d'un archiviste du Centre de gestion de Seine-Maritime, Hélène Pelly toujours. Alors la directrice du pôle culturel nous a alerté sur la situation des archives, situation d'engorgement actuellement, qui risquerait de conduire à une situation de blocage si rien n'était fait. Il a été évalué la nécessité de traiter environ 710 mètres linéaires d'archives. C'est tout à fait colossal. Ça ne pourra pas être fait en un an. Nous avons l'immense chance de pouvoir démarrer dès cette année, puisque une proposition d'intervention d'archivistes avant la fin de cette année est possible. Et bien évidemment, pour pouvoir traiter et gérer ces 710 mètres linéaires, il faudra réitérer cet exercice au cours du mandat complet. Merci Hélène. Oui, Nicolas. Alors, ça ne me surprend pas parce que, en fin de compte, jusqu'en 2013, il y a eu des éliminations qui ont été faites régulièrement. Depuis 2013, bon, cela n'avait pas été fait par manque de personnel, tout simplement, puisque faut savoir qu'à une époque, ces archives ont été gérées par du personnel municipal. C'est vrai que depuis 2013, ça n'avait pas été réalisé. Alors j'attire quand même l'attention parce que j'ai connu ce problème-là dans une commune de l'Eure. Il faut toujours se méfier parce que effectivement, il y a une réglementation. Ceci dit, parfois, il y a l'importance historique de ces archives. Alors j'ai vu que c'est marqué, mais il faut être très méfiant, notamment sur ce qui concerne tous les travaux sur les bâtiments. Et le désagrément qu'on a eu, c'était sur des travaux sur une église. C'est que l'archiviste du centre de gestion de l'Eure, il a appliqué les 10 ans. Voilà, tout simplement, et pof, à la poubelle. Et on a été très embêtés parce que du coup, ça nous a coupé d'une archive historique assez importante. Je le signale toujours aux communes. Là, je dirais que c'est un peu, voilà, bon travail, je dirais. Mais je signale toujours d'être super vigilant quant à l'importance historique d'une archive qui peut être éliminable. Voilà, c'était une seule remarque. Sinon, étant donné la faiblesse de nos services dans l'état actuel des choses pouvant faire ce travail, il est évident qu'on votera cette délibération. Alors j'en profite pour vous rassurer tout de suite. Nous avons l'immense chance, ou alors nous avons fait un recrutement judicieux, d'avoir une directrice du pôle culture qui est très attachée à la préservation du patrimoine et elle sera elle-même extrêmement vigilante sur ce point. N'ayez aucune inquiétude. C'est juste une alerte. Non, tout à fait, mais je me permets de vous rassurer. Merci.
Je mets donc aux voix, je vous invite à voter sur cette délibération des archives. Donc j'ai 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Hélène. Donc on passe à la direction des ressources humaines avec une première délibération sur le recrutement de vacataires. Donc on parlait d'ateliers culturels tout à l'heure. Donc là il est proposé au conseil municipal de recruter 5 vacataires pour dispenser des cours de langue. Donc pour la période du 1er octobre 2021 au 6 juillet 2021. Et on profite de cette délibération pour revaloriser les taux horaires des vacations, notamment en termes d'animation loisirs. Voilà, je vous invite à donc voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une deuxième délibération en matière RH avec donc les créations et suppressions de postes, donc qui modifient forcément le tableau des effectifs. Alors, vous verrez un grand nombre de suppressions et surtout de créations de postes, mais il s'agit en réalité d'une régularisation des contrats de travail de nombreux personnels de la ville, car vous le savez peut-être, mais la loi statutaire nous oblige à créer ces emplois permanents parce que, évidemment, on pense tous ici que ces emplois sont bien des emplois permanents de la collectivité. Donc avec cette régularisation, il s'agit de mettre fin à des situations professionnelles et personnelles difficiles pour garantir plus de stabilité à nos agents municipaux. Et puis, comme l'humain est notre priorité, c'est aussi une juste reconnaissance du travail accompli par nos agents, car pour moi, en tout cas, il n'y a pas deux types d'agents dans la collectivité. Il y aurait d'un côté les titulaires et d'un côté les contractuels. Non, à mon sens, il y a bien des agents qui agissent pour le bien de la population. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans cette instance, mais il s'agit vraiment de régulariser des agents qui travaillent depuis 15, 20, voire même 40 ans dans la collectivité en enchaînant les CDD. Donc au-delà du fait que voilà, c'est totalement illégal, c'est aussi, je le disais, de la considération que nous apportons aux agents qui travaillent au quotidien pour servir la collectivité et qui travaillent pour l'intérêt des couronnés. Donc voilà pour cette délibération, pour toutes ces créations et suppressions de postes et la modification évidemment qui va avec du tableau des effectifs. Oui, celui-là. Oui, Madame le maire, sans remettre en question le contenu de cette délibération, nous la voterons favorablement puisque nous savons qu'elle constitue une simple mise à jour du tableau des effectifs. Néanmoins, pour être en cohérence avec ce que j'ai dit et que j'ai partagé lors de l'instance officielle institutionnelle qui est le comité technique, à laquelle j'étais présente un jeudi matin à 9h30 et avec toute ma motivation, je vous ai fait une remarque que j'espère que vous ne retiendrez pas comme une critique, parce que je ne voudrais pas froisser les sensibilités des uns et des autres, mais en tout cas une remarque sur l'impact budgétaire qu'auraient ces mesures. Alors, voilà, je n'attends pas de réponse aujourd'hui, mais j'attire simplement l'attention de mes collègues parce que nous savons qu'aujourd'hui que le budget du personnel constitue plus de 60% du budget de la ville, donc ça a toute son importance. Voilà, donc on serait vraiment attentif au coût et si on est dans l'équilibre, c'est très bien. En tout cas, voilà, nous ne contestons pas. Voilà. Je peux me permettre une autre... La critique me remarque, il fait froid. Voilà, mais mais après, je ne demande pas. Développement durable oblige, on n'allume pas les chauffages, je suis favorable, mais je ne sais pas s'il y a une autre mesure possible. Enfin, voilà, c'était pour détendre. Je partage le froid. Juste une petite précision sur le budget. Alors on est sur une régularisation, donc on est vraiment sur des postes permanents. Donc en termes budgétaires, à proprement parler sur la masse salariale, ça n'a pas d'incidence. Après, effectivement, ça pourra avoir une incidence en termes de protection sociale et protection statutaire des agents. Mais là encore, je considère que cette dépense, elle est indispensable et primordiale, mais ce qui nous oblige aussi à plus de vigilance en matière RH, bien sûr, d'un autre côté. Mais cette dépense, elle est largement justifiée au regard de la situation des agents. Et je le dis en termes de protection sociale et de protection statutaire pour nos agents, c'est une dépense qu'il faut évidemment prendre en compte. Mes collègues, donc je mets aux voix et je vous invite à voter. Donc.
Non, c'est bon. 29 pour, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie en tout cas pour les agents qui sont concernés par ces contrats. Une dernière délibération en matière RH, donc sur les indemnités forfaitaires pour fonctions itinérantes. Donc les fonctions itinérantes, ce sont les fonctions qui concernent les déplacements quotidiens, quasiment quotidiens sur le territoire de la commune. Donc jusqu'à aujourd'hui, la délibération du 13 décembre 2011 prévoyait une indemnité d'un montant de 150 €. C'était la réglementation statutaire. Pour les agents d'entretien à temps complet ayant plusieurs postes sur le territoire de façon permanente. Donc aujourd'hui, un arrêté du 28 décembre 2020 a porté le montant maximum de cette indemnité forfaitaire à 615 €, donc à compter du 1er janvier 2021. Donc ce qui vous est proposé dans cette délibération, c'est de prévoir plusieurs taux, donc un à 350 pour 4 sites, 300 pour 3 sites et 250 € pour 2 sites en déplacement. Voilà, s'il n'y a pas de remarques, je vous invite donc à voter sur cette délibération. Alors, 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe donc au pôle sport, vie associative, manifestation, avec le règlement de partenariat entre la ville et les associations. Prijo. Engagée aux côtés des associations, la ville de Grand Couronne développe une politique publique d'accompagnement du mouvement associatif au travers de nombreux vecteurs d'aide. Mise à disposition de locaux, prêt de matériel, aide à la réflexion et à l'organisation, etc. À ces priorités opérationnelles et aux aides directes ou indirectes qui en découlent s'ajoute un accompagnement financier par la ville, essentiel et indispensable à la préservation, la pérennité et au développement de ce mouvement associatif. En dépit d'un contexte fortement marqué par la contrainte budgétaire, la municipalité a tenu à ce que cet engagement trouve une nouvelle efficacité et plus de rationalité en définissant des critères d'aide aux associations. Cette démarche dite de critérisation est guidée par des objectifs de justice et d'équité, de lisibilité et de transparence, de connaissance par tous des modalités d'attribution de l'aide aux associations. Elle répond dans le même temps à la mise en place de la clarification d'un réel partenariat entre la ville et les associations. C'est pourquoi il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à signer le règlement de partenariat entre la ville de Grand Couronne et les associations. Merci Prijo. Est-ce qu'il y a des remarques? Je mets aux voix. Bien, merci en tout cas pour le travail accompli. Ah, ça va vite. Elle est un peu vite. Il peut y avoir une charte, pourquoi pas. Moi, je trouve ça un peu lourd, notamment pour un certain nombre d'associations. Est-ce qu'il y a eu une consultation, une concertation avec les associations, toutes les associations, qu'elles soient culturelles ou sportives? Je ne parle pas tellement des aides financières, mais plus des prestations d'aide, genre par exemple les photocopies, un certain nombre de choses. On était sur des fonctionnements qui avaient été pendant de nombreuses années relativement souples, notamment pour les associations culturelles et autres. Moi, je trouve que c'est un peu lourd. Je pense que ça aurait mérité peut-être une concertation avec les associations, un peu de discussion. Après, j'insiste bien, hein, c'est pas, je vois bien pour, par exemple, les associations sportives, ça demande des critères vraiment très stricts, comme cela a toujours été fait par l'OMS auparavant. Mais pour les fonctionnements autres, le nombre de copies, un plafond, c'est pas toujours simple à réaliser, notamment quand il y a des manifestations exceptionnelles qui ont un impact fort sur la ville et même qui parfois débordent au-delà. Bon, moi, ça me pose un petit peu de questions, ce document qui est assez lourd. Voilà, bon, je suis dubitatif, je suis d'accord sur un certain nombre de points et dubitatif sur d'autres, que parfois, notamment avec les associations non sportives, un fonctionnement convivial et souple, ça peut avoir du bon. Merci. Je sais pas si
Pas de réponse? Je pense que tout ça a été débattu largement en commission sport et vie associative au moment de la présentation du règlement. Donc écoutez, en tout cas, j'entends les remarques qui sont faites. Moi, je parle de concertation avec les associations également. Sur certains points, notamment, voilà. Je ne parle pas de la subvention de la ville, hein. Faut bien entendre. Tous les aspects pratiques en fait derrière et oui. Sur les prestations et tout. Enfin, c'est un sujet, on sait très bien que je connais particulièrement, où parfois trop de règlements tue le règlement. Alors, Monsieur Vasilésine, si on s'arrête juste à quelques photocopies, je vais considérer que tout va bien, quoi. Non, pour le reste, pour le groupe, pour l'ensemble. Je parle trop de règlements en termes d'associations, notamment, je parle des associations non sportives. Trop de règlements tue le règlement. Il faut quand même un cadre pour toutes ces choses. On ne peut pas partir dans tous les sens. Donc voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on a voulu formaliser tout ce qui se faisait, d'ailleurs pour certaines choses par le passé. Et aujourd'hui, les règles sont claires pour tout le monde. Qu'il y ait de la formule. Oui, mais sur certains sujets, je ne parle surtout pas des subventions. Je parle sur le reste de la concertation en amont avec les associations serait nécessaire. C'est ma position. D'accord, très bien, merci. Et de toute façon, je rappelle que la Chambre régionale des comptes avait inscrit, après son contrôle, cette question des subventions et autres aides versées aux associations. Donc là, on est clairement dans l'exigence, c'est ce que Prigeot rappelait à l'instant, qu'on est donc sur un règlement qui est exhaustif, qui est extrêmement transparent et complètement objectif. Donc effectivement, c'est un règlement qui peut être amené à évoluer. Il n'y avait pas de remarque. Non, j'entends. Il n'y avait pas de remarque de la CRC sur cette question-là. Les remarques sur le contrôle des subventions aux associations. Non, au niveau sportif, il y avait, au niveau association, là où on s'est fait épingler, c'était par rapport à l'amicale. Très bien, je vous remercie. Donc je mets aux voix. On s'abstient. J'ai donc 22 votes pour et 7 abstentions. C'est adopté, je vous remercie. On passe donc aux aides aux associations. Prigeot. La ville de Grand Couronne tend poursuivre son soutien au secteur associatif local de culture, loisirs et d'unité sociale et d'éducation populaire en faveur des habitants de la commune. Il est proposé de voter les subventions suivantes. 600 € pour l'association Comité des Fêtes des Essarts et 233 € pour Question pour un champion. Merci. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Donc 29 votes pour, c'est adopté. Je vous remercie. Le versement des subventions exceptionnelles aux associations. Prigeot toujours. La ville de Grand Couronne tend poursuivre son soutien aux associations et il est proposé de voter les subventions exceptionnelles suivantes. 300 € pour l'association Comité des Fêtes des Essarts, 1600 € pour les anciens combattants et prisonniers de guerre et 1500 € pour Scénario Éthique et Toc. Merci Prigeot. Oui, une remarque. Oui, je voulais juste rajouter qu'il y a une subvention exceptionnelle qui n'est pas passée, qui était envers l'OMS et qui a été rejetée à la commission, qui était pour l'achat de matériel. Effectivement, plus précisément, une subvention exceptionnelle qui était demandée pour achat de matériel, pour achat d'un ordinateur. Or, les subventions exceptionnelles ne sont pas pour du fonctionnement. Il y a un budget fonctionnement qui est alloué à l'OMS pour ça. Merci. Merci. Je mets donc aux voix cette délibération. Je vous invite à voter. Comment ? D'accord. Merci pour les associations. Donc un vote. C'est bon, on a les 29. 29 pour, c'est adopté. Je vous remercie. Passe donc au pôle technique, alors avec 2 délibérations qui vont être présentées en même temps, avec la désaffection de déclassement d'une parcelle et la cession de la parcelle. Fabrice. Tu as tout dit.
Donc effectivement, deux délibérations qui sont complémentaires. Pour céder un terrain, il faut dans un premier temps désaffecter et déclasser la parcelle. Là, on parle d'ici de la parcelle cadastrée AK 1752. C'est une parcelle qui se trouve sur la rue de la Commune de Paris, aux Boutières. Elle longe le chantier actuel de Nexity. Nous avons pris la décision effectivement de céder cette parcelle dans le but de faire des économies à la ville en termes d'entretien. Cette parcelle sera végétalisée, il y aura de l'herbe et des arbres, donc on va respecter un certain pourcentage d'espace vert à cet endroit, et l'entretien sera réalisé par le futur exploitant de cette partie d'habitation. Merci Fabrice. Donc premier vote donc sur la désaffection et le déclassement de la parcelle AK 1752. Donc 29 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Et le deuxième vote donc sur la cession de cette parcelle. Je vous invite donc à voter. Donc 29 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Une présentation donc du bilan foncier, donc c'est un don acte, il n'y a pas de vote sur sur ce rapport. Je laisse Fabrice présenter. Présentation très complète. Je n'ai plus grand-chose à dire. Effectivement, nous devons porter à la connaissance du conseil municipal les différentes opérations immobilières qui ont été réalisées. Il y a une petite coquille, on s'en excuse. Il n'y a pas que des cessions, il y a aussi une acquisition. Donc dans les trois dates qui vous sont indiquées, vous avez la première est bonne, donc signature acte de vente pour la cession d'une parcelle de terrain située rue du Bon Marais. Donc ça effectivement, c'est une recette pour la commune. La deuxième, vous basculez ça dans la partie acquisition, c'est l'acte de vente auprès de la société Amex pour une parcelle qui se trouve aux Essarts et qui sert maintenant de distributeur automatique de billets, qui a été acquis par la commune. Et la troisième opération, c'est une vente qui se trouve également aux Boutières, entre le parc Jess Owens et puis le projet Nexity, les futures réalisations. C'est messieurs Chalabi et Piotin qui vont construire un cabinet dentaire. Merci Fabrice. S'il n'y a pas de remarques, nous passons donc au pôle vide de la cité avec l'avenant numéro 2 à la convention cadre dans le cadre de la TFPB. Hamid Belagoum. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit là, comme nous l'avons déjà fait pour le contrat-ville, de proroger à travers un avenant à la convention cadre relative à l'utilisation de la TFPB et de valider les plans d'action réalisés avec les bailleurs. Donc, pour rappel, la TFPB a pour objectif de permettre aux bailleurs sociaux du territoire de compenser les surcoûts de gestion liés aux besoins des quartiers politiques de la ville à travers le déploiement d'actions d'amélioration du cadre de vie des locataires. Donc, nous allons proroger via cet avenant jusqu'au 31 décembre 2022 toutes les actions proposées à chacun des bailleurs. Et je vous demande de bien vouloir approuver donc cet avenant, d'acter le plan d'action et d'autoriser Madame le maire à signer cet avenant de convention. Oui, Julien Dugnol. Oui, par rapport à cette convention TFPB, évidemment, on va voter pour, avec quand même un point d'alerte dans les plans d'action. On a quand même l'impression que certains bailleurs essaient de faire payer via la TFPB des entretiens qui leur sont pourtant obligatoires, notamment l'entretien des ascenseurs ou le nettoyage des parties communes, pour lesquels ils demandent un conventionnement de la TFPB, alors que les locataires payent dans leurs charges un loyer complémentaire qui s'appelle les charges locatives, dans laquelle se trouve justement l'entretien des parties communes, la réparation des ascenseurs. Et je voulais vous alerter là-dessus parce que c'est
c'est un petit jeu auquel sont adeptes les bailleurs avec la TFPB, de faire attention de ne pas valider des actions qui relèvent de leurs obligations légales et pour lesquelles les locataires payent des charges. Et il y en a quelques-unes dans le projet. Alors c'est des petites sommes, c'est 1 000 € par-ci, 1 000 € par-là, mais quand même, les locataires, ou alors ça s'accompagne d'une baisse des charges pour les locataires. Et dans ce cas-là, je pense qu'on peut approuver... On peut approuver cela, mais tout le reste relève de leur responsabilité de bailleur. Réparer du vandalisme, réparer un ascenseur et laver les parties communes, ça fait partie du rôle du bailleur et pour le coup, il doit utiliser le montant des charges et pas la TFPB. Et je pense qu'on serait mieux de resserrer un peu la vis et d'utiliser cet argent pour d'autres projets dans le quartier, mais pas l'entretien et le nettoyage qui est prévu dans les charges. Alors, c'est bien évidemment l'objectif de la TFPB. Alors, je voudrais d'abord expliquer que l'argent de la TFPB, ce n'est pas de l'argent dépensé par la ville. C'est juste une exonération qui permet au bailleur d'utiliser de l'argent différemment, son argent différemment grâce à cette exonération. Et puis, effectivement, nous avons notre mot à dire puisqu'il s'agit d'une convention et nous discutons de toutes ces actions. Et là encore, effectivement, on peut considérer qu'il y a certaines actions qui sont des obligations légales, mais dans le cadre de ces actions, il s'agit d'accentuer certaines tâches, en particulier pour les quartiers politiques de la ville. Je m'explique, le nettoyage, justement, dans ces logements est accentué, c'est-à-dire plus souvent réalisé que par ailleurs. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de valoriser une petite partie de leur TFPB pour ces actions-là. Voilà, donc effectivement, nous avons pointé, nous avons échangé avec les bailleurs en toute transparence sur ces sujets-là. Il est important que ces quartiers politiques de la ville soient très bien entretenus, soit avec des ascenseurs qui fonctionnent, qui soient réparés régulièrement, entretenus. Donc il y a besoin, il y a nécessité à ce qu'il y ait une accentuation de ces tâches et de ces actions pour les habitants de ces quartiers. Sur l'accentuation des nettoyages, je sais que c'était un sujet aussi, le ramassage des encombrants. On a besoin d'un passage un peu plus régulier dans certains quartiers. Cela dit, l'entretien des ascenseurs, ne pas me faire croire qu'on entretient mieux un ascenseur quand on touche de la subvention TFPB qu'ailleurs, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des dispositions légales, il y a un entretien légal, il y a des conventions. On n'a pas à les aider à l'entretien d'un ascenseur. Enfin, je veux dire, ça fait partie de leurs obligations locatives. C'est surtout sur ces petits points-là. Et encore une fois, ça ne remet pas en cause l'économie même de la convention, mais je trouve qu'ils sont, ils sont un peu régalés, quoi. Je note donc ce point de vigilance, mais en tout cas, on voit à travers cette délibération et cette convention la traduction de projets concrets dans les quartiers. Et on l'a vu encore cet été, mais qui en tout cas sont à destination des habitants. Je voudrais apporter quand même une petite précision, et tu as raison, Julien, il faut être extrêmement vigilant. Il y a des réunions qui sont faites, je crois, tous les trimestres, plus que tripartite, puisqu'on est assisté par une déléguée du préfet, qu'on connaît bien ici à Grand Couronne, et qui valide également. Donc s'il y a une dérive constatée, elle ne se gêne pas pour nous le dire. Bon, voilà, alors peut-être qu'elle est passée au travers de certaines choses, mais si tu veux, si nous ne voyons pas cette chose-là, elle est là pour nous rappeler les règles qui sont applicables à cette TFPB, qui ne concerne que la politique de la ville, donc les quartiers qui sont définis comme tels et qui apparaissent dans le contrat ville. Donc voilà, ça peut nous arriver, effectivement, de laisser passer certaines choses avec des montants assez minimes par rapport à l'enveloppe qui leur est attribuée, mais c'est vraiment des cas exceptionnels, puisque je suis bien placé pour en parler, puisque je les ai suivis pendant quelques années déjà, auparavant. Merci pour cette précision. Je mets donc aux voix cette délibération. Nous avons donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une autre délibération dans le pôle Ville-de-la-Cité avec l'aide... non, pas du tout. Oui, c'est ça, l'aide pour la commission éco-subvention
Sébastien, je t'ai déjà passé à la suivante. Oublie l'environnement, mince. Du coup, oui, il vous est proposé d'allouer aux particuliers dans le cadre de la commission éco-subvention une liste voilà, que vous avez en annexe de la présente délibération, donc avec des sommes allant de 50 à 450 € pour essentiellement des rénovations thermiques par le biais des fenêtres. Voilà. Merci Sébastien. Une remarque? Oui, c'est là, pardon. Oui, on va voter cette subvention qui est une continuité d'un dispositif déjà très ancien d'ailleurs. Ça s'appelait à une époque l'esthétique urbaine, qu'il avait fallu changer de nom parce qu'elle était plus légale. Moi j'ai toujours eu, mais c'était déjà avant d'ailleurs, on avait déjà eu l'occasion d'en parler en conseil d'adjoint où vous étiez présent, sur un regret de ma part qu'on n'ait pas un règlement un petit peu plus soigné sur cette commission, et notamment avec éventuellement une prime patrimoniale. Moi, je regrette toujours de voir des façades anciennes où on voit fleurir des fenêtres en PVC. Alors, d'autant plus que le PVC, le bilan carbone du PVC n'est pas terrible d'ailleurs, soit dit en passant, au niveau de la production, et il y a un bilan carbone plus déplorable que le bois, notamment, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà, donc c'était une remarque, moi je l'ai fait à chaque fois et je la ferai toujours, voilà, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait, c'est entièrement justifié. D'ailleurs, cette commission éco-subvention est amenée à évoluer assez rapidement. C'est un ancien dispositif qu'on a reconduit, d'ailleurs vous pouvez le constater dans le tableau, c'est de la régularisation finalement d'anciennes demandes. Donc du coup, dans les prochaines commissions, je vous invite à y être, parce que du coup, on va travailler justement sur ce toilettage. Pas partie, hein. Je suis pas invité. Non, bien sûr, mais les membres de votre équipe. Donc voilà, écoutez. Je ferai une contribution quand même. Eh bien, parfait. C'est noté et je vous en remercie. Convention et de cette commission plutôt, il va y avoir matière puisque à partir du 1er janvier il y aura une nouvelle réglementation thermique en France, la RE 2020, qui va permettre peut-être de revoir les critères qui datent de RT 2012, donc qui commencent à dater un peu, et de peut-être justement renforcer un peu ces critères énergétiques et quitte à accompagner, parce qu'on sait que la rénovation énergétique ça coûte cher aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous fait croire parfois au gouvernement avec la prime énergie, ma prime rénov', c'est pas ça qui aide aujourd'hui un habitant à rénover son logement. Et donc ça peut valoir le coup de s'intéresser vraiment à des plans globaux de rénovation pour accompagner un peu mieux les habitants, plus qu'une porte ou une fenêtre qui finalement toucher 50 € sur la fenêtre, oui, ça fait plaisir au moment où on l'a, mais d'un point de vue énergétique, ça ne répond pas forcément tout le temps aux critères. Et je pense que ça vaudra le coup de profiter en fait de cette nouvelle réglementation thermique pour le faire. Oui. Non, mais tout à fait, je partage, c'est un peu l'idée. Après, au-delà des fenêtres, en fait, au-delà du simple rénovation thermique, peut-être donner aussi un nouvel élan et aller vraiment sur l'environnement, parce qu'il y a déjà fait finalement beaucoup de subventions sur ces isolations thermiques, des dispositifs d'État, départementaux, etc. Et peut-être aller vers de subventions sur la plantation d'arbres, la plantation de bassins récupérateurs d'eau, broyeurs. Donc on va travailler là-dessus. Il y a une nouvelle équipe justement municipale, enfin une équipe technique spécialisée qui va se pencher sur le problème. Voilà. Merci Sébastien. Je mets donc aux voix cette délibération. Donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une autre délibération, donc une convention sur la mise à disposition par l'OGIREP d'un local. Cathy, Septi. Alors, bonsoir. Le projet de service prévention et d'action éducative prévoit le déploiement d'agents de médiation sociale et éducative au plus près des habitants dans les quartiers politiques de la ville. Il est essentiel de pouvoir installer cette équipe de proximité au plus près des habitants. Dans le cadre de son partenariat avec les bailleurs de la commune,
Le GIRE propose la mise à disposition d'un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Les Houes, aux 4 rue Henri Barbus à Grand Couronne, donc c'est au milieu. À terme, la ville proposera de partager cet espace avec d'autres partenaires agissant en proximité, donc comme le Conseil citoyen et le CAPS Prévention. Des conventions de cadre arrêteront les modalités de mise à disposition. Il est proposé au Conseil municipal de statuer sur les termes de ce partenariat. Merci. Merci Cathy. Pas de remarques, je mets aux voix cette délibération. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération dans le cadre du jumelage, notamment pour une distinction de citoyen d'honneur de la ville de Grand Couronne, à Monsieur Detlef Schallhorn. Excusez encore pour mon allemand. Puisque l'implication des élus locaux est indéniable et celle de M. Schallhorn, depuis son arrivée en tant que maire de notre ville partenaire, est à souligner. Et à travers ses actions et ses venues régulières à Grand Couronne, le maire de Sils n'a pas seulement œuvré en direction de l'amitié franco-allemande, mais il a également mis l'Europe politique et l'Europe des citoyens au cœur de ses mandatures. C'est pour toutes ces actions en faveur de notre ville et de ses habitants que je propose au conseil municipal d'attribuer à M. Detlef Schallhorn la distinction de citoyen d'honneur de la ville de Grand Couronne. Remarque? Une remarque, non, pas vraiment. Il est évident qu'on va voter cette délibération puisque nous connaissons très bien Detlef Schallhorn, qui est d'ailleurs venu la première fois à Grand Couronne bien avant d'être maire, quand il était jeune, voilà pour la petite histoire, et qui a été très engagé dans le cadre du jumelage pendant ces années de mandat, et qui même avant d'ailleurs d'être maire avait été le responsable d'Andreas Köhler, et donc avait déjà une vue sur le jumelage. Donc voilà, donc c'est tout à fait justifié et tout à fait normal que Detlef puisse, après de nombreuses années comme maire de Zels, pouvoir avoir cette distinction. J'avais quand même une question là-dessus. C'était de savoir à quelle occasion cette distinction lui sera remise. Alors pour le moment, ça va avec la délibération suivante, du coup, puisque je suis amenée j'ai été invitée en fait par le maire de Sils à me rendre là-bas en Allemagne. Donc ça fait l'objet de la délibération suivante, le mandat spécial. Donc cette décoration lui sera remise vendredi soir. Alors, en tout cas là-bas. Alors je suis un peu surpris parce qu'en général, sur le plan protocolaire, en général, une distinction de citoyen d'honneur se fait dans le pays où on la donne. Oui, et on aura l'occasion, en tout cas quand lui reviendra, vous comprenez de faire ce que une je veux cérémonie. Dire c'est qu'il faut quand même quelque chose avec les citoyens. Bien sûr. Voilà, c'était la seule petite remarque que je voulais faire, parce que c'est une distinction qui se donne dans le pays qui la donne. Tout à fait. Donc on attend. Pas le pays, oui, quand c'est. C'est ça, oui, on s'est compris. Voilà. Donc je mets aux voix la première délibération donc sur la distinction de citoyen d'honneur. Donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc je l'évoquais à l'instant, donc il est demandé au conseil municipal de voter ce mandat spécial pour que je puisse me rendre à Sils dans les jours qui viennent. Je mets donc aux voix cette délibération. « 29 votes pour, et je vous en remercie. Je transmettrai vos amitiés à Detlef Schallhorn. Et mes chers collègues, nous sommes arrivés à la fin. J'ai pas donné les voix aussi. 29 votes pour. Donc en fait, je suis animateur depuis des années et je voulais remercier Madame le maire et les élus qui ont fourni un travail très dur, je pense, par rapport au contrat, car en fait on a
a signé un contrat depuis le 1er septembre 2021. Et je faisais à mon nom sur l'amendement, je tenais à remercier à Madame le maire, aux élus du travail et de la récompense par rapport au contrat. Voilà, désolé du rentrée. Merci beaucoup. Ça n'est pas habituel effectivement en conseil municipal, mais en tout cas, merci de l'avoir fait et au plaisir alors de travailler pour l'intérêt général, pour le service public et pour les couronnés. Merci, un grand merci à vous. Merci. Mes chers collègues, donc ce conseil municipal est clos. On viendra vers vous pour la suite des conditions sanitaires.